en a déjà été question un peu en transversal il y a quelques minutes. On parlait d'AWS, l'entreprise qui, finalement, en 25 ans, a fait bouger les lignes très sensiblement et sur des domaines différents, contrainte à un moment de faire face à une demande très variable en matière de serveurs. Amazon, il y a quelques années, a créé ce qu'il a appelé le cloud élastique. À l'époque et finalement dans les années qui ont suivi, Amazon Web Services, donc la filiale dédiée à cette plateforme numérique, a laissé ses concurrents relativement sidérés, car c'est une révolution des usages. Après avoir changé les règles du jeu du commerce, Amazon cherche maintenant à révolutionner l'univers de l'informatique et nous avons invité l'un des fondateurs d'AWS en France, Boris Lecoeur. Merci Boris Lecoeur d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, un petit mot de présentation quand même. Vous êtes Head of Digital Native Business d'Amazon Web Services, fondateur donc d'AWS en France, c'était en 2011. Vous menez la stratégie très offensive de la filiale informatique, notamment en ce moment en tout cas pour votre part à destination des startups. Et AWS qui recrute des dizaines de milliers de personnes au niveau mondial veut aider les entreprises françaises à accélérer leur business et aussi à devenir des leaders mondiaux. Vous allez évoquer les méthodes ou la méthode de l'innovation Made in Amazon. C'est à vous. Absolument, merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Donc effectivement, en 2011, j'ai pris une décision qui a changé ma vie. C'est de rejoindre AWS et d'ouvrir le bureau français. Et depuis les 8 dernières années, j'ai eu la chance d'accompagner plein de clients français, des entreprises, des startups, dans leur voyage vers le cloud, dans leur voyage dans le cloud, mais également autour de la thématique de l'innovation. Alors je vais vous partager quelques points d'intérêt que j'ai notés durant ce voyage et également quelques points d'intérêt qu'on utilise au sein d'Amazon. On va parler un petit peu de techno, mais aussi on va parler de culture et d'organisation. Alors je vais prendre pour ce faire un premier exemple. Est-ce que ça fonctionne? Super. C'est l'exemple d'une société. On a parlé beaucoup des sociétés qui sont devenues des leaders en termes de taille de captation boursière, mais je vais prendre l'exemple d'une société qui n'existait pas il y a 15 ans, une société qui pèse aujourd'hui 40 milliards de dollars de captation boursière, une société qui toutes les nuits fait plus que le groupe Hilton et le groupe Accor réunis, qui sont les deux leaders dans ce secteur. Cette société, vous l'avez deviné, c'est Airbnb. C'est une société qui fait le même chiffre d'affaires que le groupe Accor aujourd'hui. Le groupe Accor existe depuis 50 ans, à 230 000 personnes. Cette société a 12 000 personnes, la société Airbnb. C'est une société qui, dès le premier jour, a choisi AWS, a choisi la plateforme d'AWS et a choisi de se concentrer sur une chose, c'est-à-dire sortir des services, son time to market, sortir des nouvelles fonctionnalités et de ne pas perdre de temps sur l'infrastructure, sur toutes les couches qui ne vont pas servir son développement. Et derrière cet exemple-là, je voulais vous partager qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui se passe aussi en ce moment. Ce quelque chose, c'est symbolisé par cette image-là, en fait. Il y a quelque chose qui a vraiment changé. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que dans une chambre, il y a deux adolescents qui sont capables, avec une connexion Internet, une carte bancaire, d'avoir la puissance informatique qui était par le passé réservée aux plus grandes sociétés. Et ils sont capables de transformer une idée en un business et en un business mondial. Et c'est ce qui se passe à l'heure où je vous parle, c'est ce qui se passe dans le monde, en France. C'est peut-être ce qui est en train de se passer dans le centre de Toulouse ou en périphérie de Toulouse, où on a des personnes qui ont cet accès à cette technologie. Et les éléments essentiels derrière ça, c'est qu'il n'y a plus vraiment de contraintes d'argent. On peut démarrer sans avoir besoin de faire des investissements massifs et lourds. Il n'y a plus vraiment de contraintes de temps. On démarre immédiatement. On n'a pas à attendre, comme on attendait par le passé dans les projets informatiques, on prenait systématiquement 3 ou 6 mois. Et il n'y a plus de contraintes d'espace non plus.
et je vais décliner ces différents aspects. Aujourd'hui, AWS, c'est des millions de clients dans le monde, et beaucoup des grandes startups mondiales, je vais d'ailleurs vous faire une confidence, vous avez utilisé ou vous allez sûrement utiliser un de nos services directement ou indirectement. On a parlé d'Airbnb, mais si vous utilisez Netflix, si vous utilisez Shazam, si vous utilisez Slack, outil collaboratif, si vous utilisez Tinder, par exemple, si vous utilisez des plateformes françaises, comme Le Bon Coin, comme Frishti, comme Nestor, on a parlé de FinTech précédemment et de néobanques. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez choisi la société Conto, vous allez également utiliser nos services. Et donc on a parmi les plus grandes startups françaises et mondiales qui utilisent notre technologie. Et c'est assez intéressant parce que quand j'ai rejoint en 2011, en France, on avait déjà beaucoup de clients, beaucoup de startups, quelques entreprises. On allait voir les entreprises et certaines nous disaient « Oui, c'est intéressant votre cloud AWS, mais nous, on est une grande entreprise. On fait des choses beaucoup plus sérieuses, on a des ERP, on fait des… Et du coup, ça ne nous intéresse pas vraiment parce qu'on gère des données critiques. » Voilà. Et depuis maintenant quelques années, et ça s'est accéléré sur ces dernières années, on retourne voir ces mêmes entreprises, ou même elles retournent venir nous voir, et elles nous disent oui, on est une grande entreprise, mais on veut évoluer à la vitesse d'une start-up. On veut les mêmes outils, on veut la même agilité qu'une start-up. Et donc on a eu vraiment un shift important. En France aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de clients dans tous les domaines. On a parlé des start-up bien évidemment. Mais on a des entreprises qui ont choisi également de plus perdre de temps sur les data centers, l'infrastructure, faire et refaire éternellement les mêmes choses qu'on fait dans tout projet informatique, et qui fait qu'un projet informatique, on a parlé du taux d'échec, mais très souvent c'est des échecs, mais c'est surtout très long et on perd beaucoup de temps. Et on a des sociétés comme Veolia qui a choisi de fermer tous ses data centers et vraiment d'accélérer sur la partie digitale. Première société du CAC 40 a annoncé officiellement qu'elle allait être data centerless en terminologie anglo-saxonne. On a des sociétés comme Nexity aussi, qui eux aussi ont fermé tous leurs data centers et dont l'informatique devient en informatique au service des métiers, toujours en avance par rapport au business, force de proposition. Ils ont lancé un nouveau service qui s'appelle Eugénie, qui est en train de révolutionner la manière dont les gens achètent et consomment des produits immobiliers comme des appartements ou des maisons. Eugénie, ça connecte les propriétaires avec leurs syndics, avec leurs voisins, ça connecte leur appartement en domotique. Et ça, c'est une application qui est en train de faire accélérer leur business, qui a été développée en quelques mois. Alors pourquoi les entreprises choisissent AWS et les entreprises de toute taille? Un des éléments, et je l'ai déjà mentionné, c'est être capable de démarrer sans aucun investissement initial. Avec le cloud, vous n'avez pas besoin de nous dire j'ai besoin de temps, de capacité informatique, voilà ce que je veux faire, voilà où je veux le faire, faites-moi un devis et envoyez-moi tout ça et on va démarrer. Vous n'avez pas besoin de nous appeler, vous démarrez, vous faites ce que vous avez à faire. Si vous arrêtez, vous n'êtes pas satisfait, vous passez à autre chose. Et ça, c'est essentiel, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. On est sur une immédiateté, c'est-à-dire on n'a pas à attendre, et cette immédiateté est aussi globale. À partir de cette salle, avec le PC qui est sous la table, caché derrière, la connexion Internet, je peux démarrer en quelques minutes, sans même avoir de compte préalable sur la plateforme. Je peux lancer une application mobile au Japon, je peux lancer une application mobile sur la côte ouest des États-Unis, en Amérique du Sud, sur nos plus de 64 data centers qui sont répartis dans le monde. Tous vont fonctionner de la même manière. Et on a des leaders français mondiaux. On parlait de sécurité précédemment. On a une startup qui s'appelle Datadome, qui est un leader français dans le domaine de la sécurité, qui gagne des marchés à l'autre bout du monde sans avoir le moindre bureau local et sans avoir les moindres forces de vente. Et donc on a cette immédiateté et cette globalité qui est très intéressante. On a parlé de sécurité. Je vais vous faire une deuxième confidence. La sécurité, ça coûte très cher. Passer des certifications, passer des audits, arriver à des niveaux de sécurité, l'excellence, ça coûte très cher. Les entreprises passent beaucoup de temps là-dessus, beaucoup de ressources aussi.
On a parlé des talents et de la guerre des talents qu'il y a sur le marché. Eh bien, c'est aujourd'hui une des raisons pour laquelle les clients viennent sur la plateforme AWS. Je vais donner un exemple. Les plateformes sont nativement PCI DSS. Bon, c'est un gros mot pour dire qu'on est certifié pour gérer des données bancaires. Que vous gériez sur la plateforme une petite vidéo d'un chaton ou que vous gérez vraiment une donnée bancaire, on a la même sécurité. Ça nous coûte moins cher en fait de standardiser tout ça. Mais surtout, c'est inclus dans le prix. Vous n'avez pas à payer en plus, vous n'avez pas à faire d'efforts supplémentaires pour arriver à cette sécurité-là. On a parlé des données de santé précédemment. On est aussi certifié sur les données de santé. Et ça, quand vous êtes une entreprise, vous pouvez passer beaucoup de temps, d'argent et d'énergie à arriver à toutes ces certifications, où vous pouvez vous concentrer sur une chose, faire vos services, vos applications et attaquer des nouveaux marchés. Et au final, bien sûr, ça dégage beaucoup plus de valeur pour un métier. Les 80% des services informatiques qui sont concentrés essentiellement sur la maintenance des systèmes opérationnels existants, ces 80% passent sur la valeur pour les métiers et on passe à 20% sur la maintenance des infrastructures existantes. Et c'est générateur d'innovation. Et derrière cette innovation, Amazon, et là je vais parler d'Amazon, c'est une société aujourd'hui qui doit faire un peu plus de 650 000 personnes dans le monde. On a des dizaines de milliers de postes ouverts partout dans le monde. Ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et on peut penser qu'une société de cette taille-là va, avec ses contraintes organisationnelles, avec ses lourdeurs procédurales, va être freinée dans son développement et va finalement ralentir son innovation. Ce qu'on observe, c'est tout l'inverse. Si je vais prendre un exemple, on a beaucoup d'exemples de services qui ont été lancés, comme Amazon Go, le magasin sans caisse derrière moi, comme les Ecodots. Sur le mois de septembre dernier, on a lancé plus de 100 nouveaux produits ou nouveaux services sur un seul mois. C'est un record, on n'avait jamais atteint ce record-là. Et donc, au contraire, l'innovation est en train de s'accélérer. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est quelle est la recette derrière ça. Alors, si je l'avais, je vous la donnerais immédiatement. Je vais vous donner des pistes qui viennent aussi de nos clients, avec lesquels on travaille aussi sur cette thématique-là, avec des workshops, avec des thématiques. C'est pas du tout prescriptif. Tirez-en ce que vous voulez des idées et adaptez-les par rapport à vos métiers, vos business et vos enjeux. Une des premières recettes, souvent on parle avec des entreprises et elles nous parlent d'innovation. Elles nous disent oui, innovation, on a créé un service, un département innovation. Généralement, parfois c'est aussi la stratégie qui fait partie de ce département. Et généralement, il y a aussi un baby-foot et une table de ping-pong dans le département. Et sur le papier, c'est intéressant comme concept. Dans la réalité, c'est un petit peu l'opposé de ce qu'il faut faire. Parce que quand on crée ça, ça veut dire qu'il y a une cellule qui est spécialisée dans l'innovation et tout le reste de l'organisation, touchez pas à l'innovation, c'est pas votre domaine. C'est le domaine de la cellule. Surtout, n'innovez pas, n'inventez pas. C'est le domaine de la cellule d'innovation. Alors je vous rassure, si vous avez des baby-foot et des tables de ping-pong, on a aussi des baby-foot et des tables de ping-pong. Mais en fait, derrière ça, le concept, c'est que l'innovation peut provenir de n'importe où dans l'organisation. Et ça peut provenir de n'importe où, mais il faut avoir les bons mécanismes pour permettre de transformer les bonnes idées qu'il y a n'importe où dans l'organisation. Et ce qu'on a mis en place de longue date, ça n'a rien de technologique, c'est un mécanisme qui permet à n'importe qui dans l'entreprise qui a une bonne idée, n'importe qui observe une défaillance dans un process ou quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est lui permettre de soumettre son idée, sa solution, et de la transformer derrière. Et c'est tout simple. En anglais, ça sonne bien, ça s'appelle un two-pager ou un six-pager. En fait, c'est un document de 2 pages ou un document de 6 pages sur lequel la personne, elle peut spécifier quelle est son idée, quel est le problème qu'on essaye de traiter, quelle est la solution fournie. Donc on a toute une structure de document derrière. Et ce document-là, une fois qu'elle l'a fait, on le porte au plus haut de l'organisation, jusqu'où il faut, pour qu'on la valide. Et si on valide cette idée, généralement la personne qui l'a soumise, elle est aussi en charge de l'implémenter. Et ce qui fait qu'il y a une dynamique où chacun se sent responsable vis-à-vis de l'innovation
et chacun est capable de porter son idée et de la voir se transformer. Le deuxième élément, c'est que innover, c'est très difficile. C'est très difficile parce que si vous demandez à vos clients, eh bien, ils vont généralement réfléchir par rapport aux produits qu'ils ont déjà en main. Si vous demandez à vos employés, ils vont plutôt réfléchir par rapport à leur processus interne et leurs contraintes. Et si vous demandez à vos concurrents, ça veut dire que vous êtes en retard et que vous regardez plutôt vos concurrents. Et on a pas mal réfléchi à ça et on a mis en place aussi, là aussi, un mécanisme. Alors, j'ai pas osé le traduire en français, je l'ai laissé en anglais, ça s'appelle le Working Backward from Customer. Là encore, ça n'a rien de technologique, c'est un mécanisme pratique qui permet, avant même d'écrire la moindre ligne de code, avant même de démarrer le moindre prototype, qui permet de valider l'impact d'une idée, d'une innovation par rapport à un client. Et ça se décline derrière d'une manière, il y a 3 éléments, mais avant même d'écrire la moindre ligne de code, on va écrire une press release, donc un annoncement de presse, comme si le produit était sorti, comme si le service qu'on cherchait à faire était sorti. Cette press release, elle doit être très simple à lire. Ma grand-mère doit être capable de la comprendre en langage simple pour expliquer le problème. Cette press release, elle doit décrire précisément quel est l'impact pour un client, éventuellement même citer des clients, et ça doit être sur moins d'une page. Ça paraît très simple quand on le décrit de cette manière-là. C'est beaucoup plus complexe parce que c'est un mécanisme qui est non contraignant au final. On se concentre sur où est-ce qu'on veut aller et on retire quasiment toutes les barrières technologiques. On s'est servi de ça pour le lancement du Kindle, par exemple, dont l'enjeu, ce n'était pas de créer une liseuse à proprement parler, mais l'enjeu, c'était de permettre à n'importe qui dans le monde de télécharger un livre en moins d'1 minute. Et dans la press release, si vous allez voir, il y a la technologie WhisperNet qui est mentionnée et qui s'appuie sur cette press release. Le deuxième élément, c'est une FAQ. Une fois qu'on a fait la press release, on fait une liste des questions les plus fréquemment utilisées. FAQ interne, FAQ externe. Et là aussi, on va commencer à lever un certain nombre de contraintes qu'on va avoir, et c'est encore un mécanisme contraignant. Et le dernier élément, c'est un manuel utilisateur. Et là, on va commencer à décrire les interfaces graphiques, comment le produit va fonctionner. Et là encore, on n'a pas encore touché vraiment au code, au produit ou au prototypage. Mais néanmoins, avec ces 3 éléments, on peut valider ou non l'idée, et surtout si cette innovation passe, eh bien on est capable derrière de savoir qu'elle va avoir un impact vis-à-vis du client final. Deuxième élément, c'est le prototypage. L'échec et l'innovation sont intimement liés. Plus vous allez échouer, plus vous allez innover. Et il faut être capable de disséminer une culture de l'échec et être confortable avec cette culture de l'échec. Parce que derrière l'échec, on va itérer, on va apprendre, et on va peut-être pivoter, changer d'idée, et on va transformer là encore une idée en innovation. Et pour ce faire, il faut être capable de baisser le coût de l'échec. Si dans une entreprise, on pense que faire un projet, on va avoir un ROI, il va falloir aller chercher des budgets, il va falloir avoir beaucoup d'énergie pour aller chercher de l'argent, ça va être compliqué d'avoir une culture de l'échec. Donc il faut qu'un prototype soit rapide, facile et coûte très peu cher. Et là encore, avec le cloud, ça a changé la donne, puisqu'avec quelques euros, vous avez accès, si on prend la plateforme AWS, à plus de 165 services, alors dans des domaines très variés, entre l'intelligence artificielle, l'analytique, l'IoT, le machine learning, tout ça en quelques clics avec cette immédiateté. Vous pouvez valider votre concept, valider votre modèle algorithmique d'apprentissage, et derrière, si ça fonctionne, très bien, vous passez à l'échelle. Si ça ne fonctionne pas, vous avez perdu quelques euros, quelques dizaines d'euros, et vous pouvez passer à autre chose. Alors, je vais accélérer, mais on en a déjà pas mal parlé. La culture de la donnée. Amazon est une boîte qui est très concentrée sur la donnée et qui mesure
beaucoup de choses. Et le tout, c'est tout mesurer et tout conserver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut le faire, ce qui n'était pas le cas précédemment, puisque les systèmes de stockage arrivaient rapidement à leur taille maximale. Aujourd'hui, sur le cloud, on a des systèmes de stockage illimités. Donc rien ne vous empêche de tout conserver, tout mesurer pour tout utiliser. Et une société qui fait très bien ça, on pense que c'est de la vidéo on demande, mais Netflix, c'est aussi 400 milliards d'interactions quotidiennes qui sont analysées sur la plateforme. Et en fait, c'est un moteur de recommandation et d'amélioration continue de leur service client qui se base sur toutes les datas qu'ils mesurent et qu'ils conservent pour être utilisées derrière. Et bien sûr, je ne l'ai pas pris au hasard puisque Netflix a choisi AWS. Et vous voyez, on parle un peu de techno, mais beaucoup de mécanismes aussi. Et un des mécanismes, c'est l'organisation derrière. On crée des équipes qui ont la taille d'une équipe qui peut être nourrie avec 2 pizzas. Bon, vous pouvez prendre des pizzas américaines, donc peut-être des grands formats de pizzas. Et donc ces équipes, vous imaginez une 15-20 personnes maximum, mais ces équipes sont beaucoup plus agiles, sont autonomes, les équipes sont responsables du service qu'elles proposent ou du produit qu'elles proposent, sont responsables de son développement, sont responsables de son opération. You build it, you run it. Il n'y a plus de dichotomie entre ceux qui développent et ceux qui opèrent. Et ces équipes sont indépendantes des autres équipes. Et derrière une équipe, est-ce que vous savez ce que c'est que cette étoile, cette carte? Non, l'organigramme, non, c'est beaucoup plus flat, c'est beaucoup plus plat. Non, en fait, derrière chaque point, vous avez une équipe de 2 pizzas, donc une équipe de 2 pizzas qui gère une fonction, et c'est tous les services qui sont appelés quand vous allez sur le site Amazon. Ça date un peu, hein, mais donc derrière ça, vous avez un service qui va gérer le panier, un service qui va gérer peut-être le calcul de TVA, un service. Et chaque service, derrière chacun de ces services, donc qu'on appelle des microservices, il y a une équipe de 2 pizzas qui gère son service, qui peut le faire évoluer, qui peut rajouter des fonctionnalités, qui a un API pour y accéder, qui a un API pour en sortir, et qui est disponible pour les autres services. Et on n'a plus de monolithe applicatif, on a eh bien, plein de petits services agiles, distribués, qui amènent une efficacité opérationnelle très forte. Et je vais terminer par ça, mais il y a la culture aussi qui est importante. Alors je sais que toutes les sociétés disent que ont leur leadership principal et sont centrés clients. On a 14 principes, et ces principes-là, on les met en œuvre quotidiennement, et aussi même avant que la personne rejoigne nos équipes. C'est ce qu'on utilise dans nos process de recrutement pour s'assurer qu'une personne a un bon fit culturel avec la société. Et le premier, bien sûr, c'est l'obsession du client qu'on applique dans tout ce que l'on fait. Alors, je vais juste finir par ça. Dans les années 99, Amazon.com, c'était un gros site d'e-commerce. Et en fait, on avait, pour gérer ça, on avait un énorme monolithe. C'était une application très traditionnelle. On arrivait à faire des mises à jour très lentement. Il n'y avait plus d'agilité. Et on a décidé de casser ce monolithe et de le casser en microservices avec des équipes 2 pizzas derrière. C'est ce qu'on a vu précédemment. Et cette transformation, au final, a engendré une innovation permanente, a aussi engendré AWS, parce que dans cette trajectoire-là, on s'est rendu compte que notre informatique interne était un frein à notre innovation. Et donc, on a créé cette informatique à la demande dans le cloud et disponible partout. Et aujourd'hui, on a une intégration continue. On a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers même d'équipes 2 pizzas. On a également des microservices, une architecture complète de microservices. Et Amazon, dans sa totalité, on fait 60 millions de déploiements par an. 60 millions de déploiements par an sur tous les produits, tous les services qu'on a. C'est un chiffre qui date de 2016. Et c'est surtout aujourd'hui une innovation continue qu'on met en place. Et vous voyez qu'il y a certes des éléments technologiques, mais beaucoup aussi d'éléments culturels, organisationnels et des mécanismes qui sont bien dans le monde physique. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que la technologie qui est utilisée de manière sous-jacente, elle est disponible pour tout le monde. La plateforme AWS qu'on a créée, n'importe quelle entreprise
y compris nos concurrents, peuvent l'utiliser pour nous concurrencer. Voilà. C'est le cas de Netflix, par exemple. Et c'est le cas de Netflix, par exemple, oui, absolument. Merci beaucoup, Boris Lecœur. Vous pouvez l'applaudir, on peut l'applaudir. Merci Emmanuel. Juste peut-être un instant... Je pensais peut-être, Boris Lecœur, qu'on pouvait, si quelqu'un a une question, on peut, à moins que vous... Boris Lecœur est parti. Je peux revenir? Est-ce que vous avez une question à Boris Lecœur? Bon, moi j'ai retenu un certain nombre de mots-clés. Le toutou, voilà, vous avez le sens de la formule, c'est parfait pour la mémoire. La pizza, et puis, bon, ça on l'entend souvent, mais sans doute faut-il le répéter, plus on échoue, plus on innove. Est-ce que vous avez une question? Je sais qu'il y a... Monsieur. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une simple question. Présentez-vous. Martin Vanzal, je travaille pour le magazine Tous l'Écho. Vous avez parlé de communiqué de presse avant la création d'un produit. La question est de savoir si ce communiqué de presse est le même une fois que le produit est sorti. Ah, c'est une bonne question. C'est une excellente question. En fait, c'est un processus qui est... Idéalement, je devrais vous dire oui, parce que mais c'est un processus qui est quand même relativement itératif, et c'est aussi un processus qui est super utile quand on doit arbitrer dans le développement du produit pour revenir à l'essentiel. Parce que parfois, on peut développer des produits très complexes, et il y a des projets informatiques qui sont très complexes, et parfois on peut se perdre dans son projet par rapport aux choix qu'on doit faire, à la techno, et pour revenir vraiment aux enjeux et à qu'est-ce qu'on veut faire avec ce produit, on revient très souvent au communiqué de presse de base, mais comme c'est un processus itératif, au long du projet aussi, il peut évoluer, et on peut se rendre compte aussi qu'il y a des bénéfices au final qui peuvent apparaître, qu'on n'avait pas prévu initialement, donc des effets de bord qui peuvent apparaître qu'on n'avait pas prévu initialement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Nous espérons que c'est... bravo, oui, c'est vrai. Applaudissons-le.